Éthiopie, l'état d'urgence décrété vendredi par le gouvernement restera en vigueur pendant 6 mois. Le ministre éthiopien de la Défense a apporté des explications par rapport à cette situation. On en parle dans ce journal. Au Zimbabwe, des centaines de personnes ont accueilli samedi à l'aéroport d'Harare la dépouille du dirigeant de l'opposition Morgan Tsvangirai, décédé mercredi dernier en Afrique du Sud d'un cancer du côlon. Et puis au Nigeria, 3 kamikazes suspectés d'appartenir à Boko Haram se sont fait exploser sur un marché aux poissons du nord-est du pays. 3 attentats suicides qui ont tué 19 personnes et fait 70 blessés. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Éthiopie, l'état d'urgence décrété vendredi par le gouvernement après la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn restera en vigueur pendant 6 mois. Une période au cours de laquelle toute manifestation reste interdite. Le ministre éthiopien de la Défense a apporté des explications par rapport à cette situation. On fait le point à travers ce reportage. L'instauration de l'état d'urgence en Éthiopie sonne comme une tentative de reprise en main de la situation par les tenants de la ligne dure. Pourtant, ce régime, confronté depuis fin 2015 à un mouvement de protestation anti-gouvernementale inédit, avait fait libérer des centaines de prisonniers ces dernières semaines. C'est le ministre de la Défense qui était face à la presse samedi pour expliquer les tenants et aboutissants de l'état d'urgence. Cette déclaration entre en vigueur le jour de son annonce et durera au moins 6 mois. Elle sera présentée à la Chambre des représentants et approuvée d'ici à 15 jours. Aussi, d'après enquête, si cela est souhaitable, il est possible qu'elle soit prolongée pour encore 4 mois. Le Conseil des ministres décidera. Il y a ceux qui veulent un gouvernement de transition, mais ce gouvernement a été établi sur les bases de la Constitution. Le peuple a élu ce gouvernement constitutionnellement. Si quelqu'un veut établir un gouvernement de transition illégalement, sans le consentement du peuple, cela n'est pas possible. Dans les rues de la capitale éthiopienne, l'état d'urgence suscite au mieux l'incompréhension, au pire la réprobation. La décision ne fait pas l'unanimité dans la capitale Addis Abeba. Je ne pense pas que l'état d'urgence apportera la paix et la stabilité dans le pays. La paix et la stabilité devraient découler de négociations entre le peuple et le gouvernement. Les jeunes veulent la démocratie, ils veulent du leadership. Qui va répondre à leurs attentes? À mon avis, décréter l'état d'urgence n'est pas la solution. L'ambassade des États-Unis à Addis Abeba a fait part samedi dans un communiqué de son profond désaccord avec la décision du gouvernement éthiopien d'instaurer l'état d'urgence pour 6 mois. Au Zimbabwe, des centaines de personnes ont accueilli samedi à l'aéroport d'Harare la dépouille du dirigeant de l'opposition, Morgan Tsvangirai, qui doit être enterré dans son pays. Le principal opposant au parti au pouvoir ZANU-PF, faut-il le rappeler, est décédé mercredi dernier en Afrique du Sud à l'âge de 65 ans d'un cancer du côlon. Les images. Des cantiques et des chants du parti ont été entonnés à l'arrivée de l'avion par ses partisans et des responsables du mouvement pour le changement démocratique MDC rassemblés à l'aéroport Robert Mugabe à Harare. Ils étaient venus accueillir la dépouille de leur leader, leur héros, leur icône. Le corps a été ensuite transporté dans un camp militaire où les héros nationaux sont accueillis avant leur inhumation. Morgan Tsvangirai sera enterré mardi prochain dans son village natal de Bouera, situé à 250 km au sud de Harare. Ses partisans ont déjà participé à 2 services à Harare et à Bulawayo, deuxième ville du pays, célébrant la mémoire de celui qui a été un farouche opposant à l'ancien président Robert Mugabe. En 2008, Morgan Tsvangirai avait réussi à arriver en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Mais devant le déchaînement de violence ordonné par le pouvoir contre ses partisans, qui avaient fait quelques 200 morts, il avait préféré renoncer à se présenter au second tour, permettant à Robert Mugabe d'être réélu. Ancien syndicaliste, Morgan Tsvangirai a dirigé le MDC, son parti, depuis sa création en 1999.
Au Nigeria, 3 kamikazes suspectés d'appartenir à Boko Haram se sont fait exploser sur un marché aux poissons au nord-est du pays. 3 attentats suicides qui ont tué 19 personnes et fait 70 blessés et qui démontrent une nouvelle fois surtout la capacité de nuisance du groupe djihadiste. Plus de précisions à travers ces images. Le bilan provisoire faisait état de 19 morts et quelques 70 blessés. 2 des kamikazes ont d'abord attaqué le marché aux poissons de Tashantifi, puis 4 minutes plus tard, un 3e a frappé à proximité. Selon des témoins, 22 des 70 blessés étaient dans un état critique. Les explosions se sont produites vendredi vers 19h30 GMT à Kondouga, à environ 35 km au sud-est de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Selon 2 responsables de la milice engagés aux côtés de l'armée contre le groupe Boko Haram, les kamikazes étaient des hommes. Au nombre des victimes, on note 18 civils et un soldat. Le Tashantifi est un marché informel qui sert de restaurant, de marché et de lieu de détente pour les habitants. Depuis le début de l'année, l'armée nigériane traque les djihadistes de Boko Haram dans l'un de leurs principaux fiefs, la forêt de Sambisa, où ils s'étaient réinstallés ces derniers mois après en avoir été chassés une première fois en décembre 2016. Notons que ce triple attentat suicide est intervenu alors que les procès de centaines de membres présumés de Boko Haram se tenaient devant des tribunaux civils siégeant dans une base militaire. Incursion des soldats rwandais sur le territoire congolais cette semaine. 6 soldats des forces armées de la République démocratique du Congo ont trouvé la mort. C'était durant des combats pour repousser les envahisseurs. Reportage. Les forces armées congolaises avaient fait état de violents combats près de la frontière avec le Rwanda. L'armée congolaise a accusé des troupes régulières rwandaises d'avoir occupé des positions à l'intérieur des frontières congolaises. Les déclarations du général Bruno Mandevou, commandant de l'opération Sokola 2, chargé de la traque des rebelles hutus rwandais de Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, sont très délicates. Des troupes rwandaises avaient occupé 3 positions sur le territoire congolais et y ont creusé des trous de fusillés, ce qui signifie qu'ils étaient venus pour faire la guerre. Alors que les soldats congolais avaient observé l'ordre de cesser le feu venu de Kinshasa, à la demande des autorités militaires de Kigali, les soldats rwandais ont continué de tirer. L'Est congolais est déchiré par des conflits armés depuis plus de 20 ans. Des dizaines de groupes armés soutenus parfois par des pays voisins se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles. En Libye, l'Organisation des Nations Unies ambitionne d'organiser des élections dont ni la nature ni la date ne sont pas encore connues. Et ce, cette année, après la révolte qui a renversé le dirigeant Mouammar Kadhafi du pouvoir. Les détails. Ces élections sont censées contribuer à mettre un terme aux rivalités, à l'insécurité, à l'instabilité, à la corruption et à une crise économique aiguë, dans un pays où la chute du régime autoritaire avait entraîné la désintégration de l'appareil sécuritaire. Mais beaucoup de Libyens ne se font pas trop d'illusions quant au succès de ces élections. Les gens sont fatigués de cette situation. Il n'y a pas d'autre solution que le chemin de la paix et les élections. Les armes ne peuvent pas amener à une solution, ni maintenant, ni à l'avenir. Bien sûr, nous avons vécu des élections par le passé, comme celle du Congrès national et les élections parlementaires. Malheureusement, la plupart des prévisions n'ont pas eu de succès. Les élections sont un pas dans la bonne direction. Elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas l'étape principale pour arriver à une solution. La première étape serait que les parties du conflit libyen se rassemblent autour de la table de négociation pour s'entendre sur les points de contention. Quoi qu'il en soit, plusieurs étapes restent à franchir avant la tenue éventuelle du scrutin, dont un référendum sur un projet de constitution et la rédaction d'une loi électorale agréée par l'ensemble des protagonistes. Pour sa part, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Kassam Salamé, a reconnu la semaine dernière que toutes les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour la tenue d'élections.
Au Cameroun se tient la 25e édition de la foire Fomaric au club Camtel de Bépanda. Ce festival, qui doit s'étendre sur 35 jours, a été officiellement lancé par le ministre camerounais des Arts et de la Culture et doit enregistrer la participation de plusieurs artistes camerounais qui vont tour à tour se succéder sur la scène. Reportage Narcisse Oum. Le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, le professeur Narcisse Mouele Kombi, a présidé la cérémonie officielle d'ouverture de la 25e édition de Fomaric, la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale de la ville de Douala. Le Fomaric est exemplaire d'une réussite et d'un volontarisme. La réussite d'une initiative privée au service, entre autres, de la promotion et du développement des arts et de la culture. Selon le régisseur de l'événement, au moins 350 000 visiteurs sont attendus. Côté du volet économique, il y a plus de 120 exposants et près de 70 artistes invités. Depuis 1993, date de son lancement par son promoteur, l'artiste et musicien Coty François, la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale de Douala n'arrête son évolution au fil des ans. 1993, où il n'y avait aucun événement, jusqu'en 2018, où on trouve déjà beaucoup d'événements qui sont arrivés, qui ont suivi Fomaric, mais j'ai essayé de tout faire pour être au point. Aujourd'hui, je fais les 25 ans. Parmi les participants aussi de Bépanda Camtel, on pouvait noter la présence des artistes de renom tels que Sanfan Thomas, Saleh John et Toto Guillaume. Pour rappel, la Fomaric bénéficie depuis l'année dernière de l'accompagnement institutionnel et formel de la communauté urbaine de Douala. Et l'une des concrétisations de cet accompagnement, c'est un meilleur aménagement du site de 2 hectares avec des chapiteaux présents aux 3/4. Le crime organisé a quasiment pris le contrôle de l'État de Rio. C'est ce qu'a déclaré vendredi dernier le président brésilien Michel Temer. Une déclaration faite après avoir signé un décret donnant à l'armée le contrôle des opérations de sécurité de cet État où règne une certaine violence. L'État de Rio de Janeiro a transféré toute la responsabilité de ces opérations de sécurité à l'armée, a décrété vendredi le président brésilien Michel Temer, pour qui le crime organisé a quasiment pris le contrôle de Rio. Je prends ces mesures extrêmes parce que les circonstances l'exigent. Le gouvernement apportera des réponses fermes pour éradiquer le crime organisé, a déclaré le chef de l'État lors de la cérémonie officielle de signature du décret. Cette mesure est inédite. Depuis le retour à la démocratie après la fin de la dictature militaire en 1985, implique notamment que toutes les forces de police seront sous l'autorité de l'armée. Cette décision a été prise au lendemain du carnaval de Rio, lors duquel se sont multipliées les agressions et vols à main armée, alors que près de 1,5 million de touristes étaient venus faire la fête dans la ville merveilleuse. La police s'étant révélée incapable de contrôler l'escalade de la violence à Rio après les Jeux Olympiques et particulièrement ces derniers mois, le gouvernement fédéral avait envoyé en juillet 8500 militaires en renfort. Le décret présidentiel prend effet immédiatement, mais doit encore être approuvé par le Parlement dans les 10 jours. L'État de Rio est le plus peuplé du Brésil, avec environ 16 millions d'habitants, 6,5 millions d'entre eux habitant dans la capitale Rio de Janeiro. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.